maintenant Madame Isabelle, alors je ne sais pas si on dit Brian ou Brion, excusez-moi Madame, hein, je ne peux pas vous présenter correctement votre nom, donc, qui est déléguée ministérielle à l'école inclusive et qui va donc intervenir sur l'école pour tous. Je vous remercie beaucoup. Bonjour. Bonjour à tous. Après, donc vous voyez, ministère de l'Éducation nationale, donc après toutes ces interventions de très haute volée, nous allons essayer de faire un focus sur l'état de la scolarisation des élèves avec TSA, puisque il y a eu quand même des avancées assez intéressantes, significatives ces dernières années. Donc voilà, je vais essayer de vous en dresser un panorama. Je souhaitais avant tout remercier toute l'équipe organisatrice d'avoir pensé à associer l'éducation nationale à ce moment de focus. Bien, je vais essayer de ne pas vous perdre. Je sais que voilà, la matinée était très dense. Et je vais vous donner quelques éléments pour que vous ayez une représentation de l'état des effectifs. Alors, je précise juste en préalable que, évidemment, TSA, c'est un diagnostic, c'est-à-dire que l'école n'a pas à connaître le diagnostic des élèves. Et donc, en fait, les élèves que nous identifions comme des élèves avec TSA sont des élèves pour lesquels le diagnostic a été partagé. C'est-à-dire qu'on demande aux enseignants référents, lorsqu'ils renseignent la grande enquête nationale, de rajouter un coche si l'élève est identifié comme élève avec TSA, ce qui veut dire, alors, il est identifié parce qu'il est dans un dispositif relevant du champ des TSA, une unité d'enseignement maternel autisme, une ULIS TSA, etc., ou parce que le diagnostic a été partagé par la famille. Donc ce sont bien des diagnostics partagés, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des élèves avec autisme, pour lesquels le diagnostic n'a pas été communiqué à l'école et donc qui n'apparaissent pas dans toute requête. Voilà. Donc vous avez ici les données de la scolarisation des élèves en situation de handicap à la rentrée 2021, donc pour la présente année scolaire. Vous voyez que nous avons cette année 409 000 élèves en situation de handicap scolarisés, donc en milieu ordinaire, et que nous avons environ 67 000 élèves qui sont scolarisés en établissement sanitaire ou médico-social, donc avec des interventions éducation nationale, mais au sein d'un établissement spécialisé. Vous avez au-dessous donc la répartition des élèves avec TSA. Ils sont cette année donc dans les écoles ordinaires. Le mot n'est pas très heureux, mais on n'en a pas trop d'autres. Ils sont cette année environ 45 000, donc y compris donc les élèves qui sont scolarisés dans les ULIS TSA, qui sont scolarisés dans les unités d'enseignement élémentaire, qui sont scolarisés avec un dispositif d'autorégulation, et ils sont 14 000 donc en établissement relevant d'un établissement sanitaire ou médico-social, ce qui en proportion semble très impressionnant par rapport aux 67 000. Alors, c'est un petit peu technique, mais je dois quand même faire la précision. Les élèves qui sont scolarisés en unité d'enseignement maternel autisme sont des élèves qui, administrativement, sont rattachés au secteur médico-social en raison du poids du médico-social dans le fonctionnement des unités d'enseignement maternel. Et donc, en fait, ils apparaissent comme étant élèves d'établissements médico-sociaux, alors que la réalité de leur vie, c'est qu'ils sont scolarisés à temps plein dans un établissement scolaire, mais avec une très très forte implication du secteur médico-social. Donc ça fausse effectivement un peu la photographie. C'est peut-être aussi quelque chose qu'il faudra qu'on fasse évoluer sous cette nouvelle mandature. Voilà. Alors, l'état des dispositifs de scolarisation, vous les connaissez sans doute. Ce sont les... Alors, je vais les prendre peut-être du côté d'abord gauche, des unités d'enseignement maternel autisme. Ce sont les dispositifs les plus connus, puisqu'elles ont été initiées au moment du 3e plan. Nous en avons ouvert 49 nouvelles à la rentrée 2021. Nous avons ouvert à la rentrée 2021 également 33 nouvelles unités d'enseignement élémentaire. Et puis nous avons ouvert 17 dispositifs d'autorégulation qui sont venus donc s'ajouter à l'existant. Les dispositifs d'autorégulation, j'en dis un petit mot parce que c'est un dispositif dans lequel nous croyons beaucoup, notamment à l'école élémentaire et sans doute dans le second degré. Donc on essaiera d'accompagner leur développement. Ce sont des dispositifs qui permettent une scolarisation des élèves dans leur classe de référence, dans leur classe. Ils y passent
environ 80% de leur temps. Et puis, ils ont, dans le cadre de l'autorégulation, des interventions de professionnels spécialisés pour travailler sur les habiletés sociales, pour travailler sur les comportements des filles, pour travailler sur les projets d'inclusion. Voilà, donc ce sont des dispositifs effectivement qui sont en cours de déploiement, sur lesquels une étude scientifique va être conduite afin d'en apprécier effectivement la portée. Mais les retours que nous avons, en tout cas en termes d'inclusion scolaire et d'amélioration en fait, d'adhésion de l'élève au rythme de la classe et de participation à la vie collective de la classe, nous apparaissent extrêmement prometteurs. Voilà. Ce que je voulais dire également, c'est que donc, nous travaillons là, effectivement, dans la perspective de la rentrée 2022, et que donc, aux dispositifs déjà existants, nous ajouterons pour la rentrée prochaine 59 unités d'enseignement maternel, 14 unités d'enseignement élémentaire ou dispositifs d'autorégulation. Nous avions, au moment de la stratégie, lorsque la stratégie autisme a été initiée, envisagé 382 dispositifs nouveaux, dispositifs dédiés à l'autisme, et nous atteindrons en 2022 412 dispositifs, ce qui montre effectivement un effort coordonné et des services académiques et des ministères de l'Éducation nationale et effectivement des ARS, puisque certaines créations se sont faites sur des moyens propres. Voilà. L'évolution des effectifs avec TSA en milieu ordinaire. Donc vous avez en gris le total des élèves avec TSA, donc identifiés avec TSA en milieu ordinaire. En rouge, les élèves qui sont scolarisés dans le premier degré, donc école maternelle, école élémentaire. Et puis en bleu, les élèves qui sont scolarisés dans le second degré. Vous voyez, et c'est à mon avis ce qu'il faut vraiment retenir de cette diapo, que les effectifs ont considérablement augmenté, puisque nous avons une hausse de plus de 25% d'élèves avec TSA scolarisés, donc entre l'année 2007 et puis la rentrée 2021. Donc c'est une hausse très importante, et c'est une hausse très significative, particulièrement significative dans le premier degré, qui s'explique sans doute par le déploiement des dispositifs qui ont permis effectivement de renforcer la scolarisation, et puis par les diagnostics précoces, puisque on a des prises en charge d'enfants qui sont vraiment identifiés et donc qui bénéficient des accompagnements dont ils ont besoin. Voilà ce que je peux vous en dire. Dans le second degré, la montée est un petit peu moindre, mais elle est tout de même assez significative. Si vous avez dans la colonne de droite la représentation de la totalité des élèves en situation de handicap. Donc on voit que, par exemple, pour le second degré, pour ce qui concerne le second degré, la hausse est plus significative et un peu plus importante pour les élèves avec TSA que pour les élèves en situation de handicap, tout handicap confondu, puisque effectivement ils sont 17%, il y a une augmentation de 17% dans le second degré. Voilà ce que je peux vous en dire. Alors, la répartition des élèves avec TSA par niveau. Donc il y a une grande variation selon le niveau de scolarisation. Vous voyez qu'ils sont effectivement très représentés en maternelle. On a là ce que j'indiquais, c'est-à-dire l'effet du diagnostic précoce. Donc la montée pédagogique se fait à l'école élémentaire, elle est en train de se faire, donc on est à peu près assuré qu'on aura une montée à hauteur des 20% dans les années qui viennent. On a un creux qui est évident au niveau du collège. Ce sont les élèves qui effectivement n'ont pas bénéficié clairement de l'ensemble de ces dispositifs, qui n'ont pas bénéficié des prises en charge coordonnées, et donc on a effectivement un creux dans la scolarisation. En revanche, et c'est intéressant à observer, on a une présence qui est relativement importante en lycée par rapport à la population des élèves en situation de handicap, en lycée d'enseignement général et technologique. Alors je précise mon propos. En fait, si on prend la totalité des élèves en situation de handicap qui sont scolarisés actuellement dans les lycées, on a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a à peu près 15% des élèves en situation de handicap qui sont scolarisés en lycée professionnel, et puis on a 7% qui sont scolarisés en lycée d'enseignement général. Et vous voyez que dans le champ des TSA, la proportion s'inverse, puisqu'on a plus d'élèves
en lycée d'enseignement général et technologique qu'en lycée professionnel. C'est d'ailleurs un axe qu'on avait envisagé de développer et dont on s'est aperçu qu'il n'était pas pertinent, puisqu'on avait, dans le cadre de la stratégie autisme, envisagé de développer des ULIS en lycée pro, et on s'est rendu compte assez rapidement que la demande n'était pas là et que le besoin n'était pas là, ce qui fait qu'il a fallu infléchir effectivement nos propositions. Voilà. Alors, je crois que j'ai... Voilà. Alors, en ce qui concerne la photographie des élèves avec TSA, ce qu'on peut vous en dire, c'est que ce sont des élèves qui sont plus accompagnés que l'ensemble des élèves en situation de handicap. Alors, plus accompagnés, je vais mettre des guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont plus de notifications, d'aide ou de dispositifs particuliers, et ils ont plus aussi d'accompagnement autre. Alors, je précise mon propos. On a actuellement plus de 10 000 enfants TSA scolarisés avec l'appui d'une ULIS. Donc les ULIS, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, ce sont les unités localisées pour l'inclusion scolaire. Elles sont soit spécifiquement TSA, soit un peu plus largement dédiées aux troubles des fonctions cognitives, avec effectivement des regroupements comodules. Le fonctionnement des ULIS a évolué ces dernières années, puisqu'on essaie de faire en sorte qu'elles ne soient plus pensées comme des classes, mais bien comme des dispositifs d'appui à la scolarité, les élèves étant scolarisés dans une classe de référence et puis regroupés en fonction de leurs besoins auprès d'un enseignant qui coordonne l'ULIS. Donc 10 000 élèves scolarisés avec TSA scolarisés avec l'appui d'une ULIS, ça représente, si vous avez le ratio que j'indiquais tout à l'heure, on était à 45 000 élèves sur 400 000, enfin ça représente effectivement ça doit représenter près de 11% des élèves avec TSA scolarisés avec l'appui d'une ULIS. Alors, ensuite, ce sont des élèves qui sont très accompagnés par des AESH, des accompagnants d'élèves en situation de handicap, beaucoup plus que les autres. Ce sont des élèves qui ont beaucoup plus de notifications pour une aide humaine que les autres élèves en situation de handicap. Donc vous le voyez, la moyenne de l'accompagnement, on a 7 élèves sur 10 avec TSA qui ont une notification d'accompagnement, mise en œuvre avec plus ou moins d'efficacité, je le concède. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus important en termes de notification que ce qui concerne les autres élèves en situation de handicap. Vous le voyez, on a dans le premier degré 74% des élèves en situation de handicap, des élèves avec TSA qui bénéficient d'une notification d'aide humaine, 74%, c'est-à-dire les 3/4. Contre 67% des élèves en situation de handicap, donc tout handicap confondu. On a encore 65% des élèves avec TSA dans le second degré, donc collège et lycée. Le lycée étant normalement un niveau où on essaie de faire en sorte que les élèves se détachent de l'AESH et qu'ils aient plutôt recours à d'autres facteurs d'aide, par exemple le matériel pédagogique adapté, etc. Donc là, on a encore un taux d'accompagnement très élevé, puisqu'il est de 65% des élèves avec TSA accompagnés, contre 45% des élèves en situation de handicap, tout handicap confondu, accompagnés. Et donc le total, c'est 71% des élèves avec TSA bénéficiant d'une aide humaine. Alors l'aide humaine pouvant être extrêmement modulée, vous le savez, puisque l'aide humaine peut être une aide mutualisée, c'est-à-dire on indique que l'élève a besoin d'un accompagnement et on laisse à l'équipe pédagogique le soin d'identifier les besoins prioritaires et de cibler l'accompagnement autant qu'on le peut sur ces besoins. Et puis l'aide, en revanche, peut être très conséquente, puisqu'on a des élèves qui sont accompagnés sur la totalité de leur temps scolaire, voire avec des demandes d'extension qui dépassent un peu le champ de l'éducation nationale, mais sur du temps périscolaire. Voilà, donc très fort accompagnement. Et puis, on demande aussi aux enseignants référents, lorsqu'ils renseignent l'enquête, de nous dire ce qu'ils savent, ce que l'on sait des accompagnements extérieurs, c'est-à-dire les élèves qui bénéficient d'autres interventions pour lesquelles on sait, parce que parfois il faut aménager l'emploi du temps, parfois il faut laisser ou prévoir une intervention sur le temps scolaire, laisser l'élève sortir ou prévoir une intervention dans le champ au sein de l'école. Et donc, on a 8 élèves TSA sur 10 qui ont un accompagnement
extérieur. Alors extérieur, chez nous, ça veut dire qui n'est pas de l'éducation nationale, c'est-à-dire en dehors de ce qu'on peut nous mettre en œuvre, c'est-à-dire ça peut être un CESAD, ça peut être un professionnel libéral, voilà. Donc c'est effectivement là encore beaucoup plus élevé que pour tous les élèves en situation de handicap, puisqu'on est sur, vous le voyez, les taux, 84% des élèves avec une aide de type CESAD ou professionnel libéral dans le premier degré et 80% dans le second degré, ce qui effectivement est très élevé. Voilà. Alors, le volet de la scolarisation, c'était un axe important dans le développement de la stratégie autisme. Vous le voyez, on a dépasser en tout cas les objectifs qu'on s'était fixés au moment du lancement de la stratégie, ce qui montre effectivement le fait que les dispositifs qui ont été créés, notamment, je l'évoquais, les unités d'enseignement maternel autisme, les unités d'enseignement élémentaire et les dispositifs d'autorégulation ont permis de proposer une offre scolaire à des élèves pour lesquels, il faut le reconnaître, avant, la scolarisation était souvent chaotique, était souvent partiel. Donc là, l'enjeu, c'est de proposer du temps scolaire et un temps scolaire complet, aussi complet que possible, aux élèves qui bénéficient de ces orientations. Pour accompagner cette montée en charge de la scolarisation, nous avons évidemment, et c'était un des engagements qu'on avait pris dans le cadre de la stratégie, renforcé la formation, les actions de formation auprès des enseignants. Et donc, je vais vous en donner quelques exemples. Je m'aperçois que du coup, j'ai été tellement stressée par le temps que je suis allée très vite, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc en ce qui concerne la formation, je vous donne quand même, c'est important que vous ayez quand même une vision de ce qu'on essaie de faire. Donc, formation initiale, on a depuis la loi de 2019 pour l'école de la confiance, imposer, dans le cadre des maquettes de formation initiale de tous les enseignants, un module qui s'appelle École inclusive, avec des contenus qui sont imposés, et qui donc doivent absolument se décliner au cours de la formation initiale de tous les enseignants. L'idée n'est pas évidemment de spécialiser tous les enseignants, ce serait absurde, mais en tout cas de faire en sorte que tous les enseignants aient une vision du paysage de l'inclusion scolaire, des perspectives, des partenariats, des coopérations, des interlocuteurs à mobiliser, des ressources. Voilà. Ce qu'on voudrait obtenir, peut-être on arrivera, c'est qu'un enseignant nous dise « je ne sais pas faire, je n'ai pas appris, je ne sais pas faire ». Nous avons, en ce qui concerne spécifiquement la stratégie autisme, développé, alors notre engagement est plus ambitieux, mais c'est un gros travail, développer des parcours magistères TSA. Alors les parcours magistères TSA sont des parcours hybrides, c'est-à-dire qu'en fait ils se déclinent pour partie à distance, c'est-à-dire que les enseignants s'inscrivent sur le parcours, et pour partie en présence, c'est-à-dire qu'il peut y avoir localement des regroupements d'enseignants pour creuser tel ou tel point. Et donc nous avons à ce jour finalisé 2 modules complets. Un module qui est un module de sensibilisation. C'était vraiment ce qui nous semblait premier lorsqu'on a travaillé sur l'axe de la formation, c'est-à-dire qu'on s'est dit il ne faut pas que dans une communauté éducative élargie, je ne parle pas seulement des enseignants et des ESH, mais toute une communauté éducative, il ne faut pas que des personnels ne soient pas informés de la question de l'autisme, notamment lorsqu'il y a dans l'école à accueillir une ULIS TSA, à faire fonctionner une unité d'enseignement maternel autisme, à faire fonctionner une unité d'enseignement, un dispositif d'autorégulation, etc. L'idée, c'était vraiment que toute la communauté scolaire soit informée des particularités du projet, de la dimension inclusive. Et quand je dis la communauté scolaire, ce sont évidemment les enseignants, les AESH, peut-être les enseignants qui ne seront pas directement concernés, mais qui pourront être concernés par l'inclusion individuelle de tel ou tel élève. Mais c'est aussi la dame de cantine, c'est aussi le personnel administratif, c'est aussi le gardien de l'établissement. Enfin voilà. C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment de faire en sorte qu'on évite des maladresses, des incompréhensions, et que tout le monde ait un niveau d'information sur le projet inclusif et sur le fonctionnement du dispositif.
Ces modules, d'ailleurs, ce module de sensibilisation est souvent utilisé lorsqu'il y a l'implantation, lorsqu'on travaille sur l'implantation d'une nouvelle unité pour présenter le projet à la communauté des parents d'élèves. Le deuxième module, il est plus spécifique, hein, il s'adresse, lui, aux enseignants et aux AESH. C'est un module de formation, alors on l'appelle de premier niveau, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'apporter des éléments permettant à un enseignant, alors on ne parle pas d'enseignant spécialisé, on ne parle pas d'un enseignant qui est, mais voilà, d'un enseignant qui va avoir dans sa classe à accueillir un élève, par ailleurs élève de l'unité d'enseignement ou d'une ULIS, qui l'aura donc en inclusion individuelle, de creuser, de travailler les objectifs, de savoir dans quel sens il peut travailler, de savoir ce qu'il peut mobiliser. Donc ce module, effectivement, est achevé et nous avons à construire encore des modules, à spécifier les modules, à avoir donc à construire des contenus pour la maternelle, l'élémentaire, le lycée, des contenus disciplinaires. Donc c'est vraiment une architecture voilà, complexe et importante, mais c'est vrai qu'il nous semble aussi important, notamment pour le second degré, parce que vous avez vu que c'est quand même le point faible hein, dans le taux de présence. Il nous semble aussi important d'aider les enseignants disciplinaires à ajuster leur contenu disciplinaire et à, voilà, ou à sortir de la discipline, enfin, bon, en tout cas à ouvrir leur pratique. Donc voilà, on est en train d'y travailler, mais effectivement, il est beaucoup plus complexe à monter. On a, pour répondre aussi à la demande de formation, donc des stages de formation continue, quoi qu'on puisse dire, ils ont continué. Alors évidemment, il y a eu un temps de pause, hein, vous imaginez bien, au cours de l'année 2020. Mais donc ils ont repris et en tout cas, on a une augmentation de 2 fois 6 par rapport à 2017 hein, en termes d'offres. Donc c'est important, c'est-à-dire qu'on a plus que doublé notre offre. Les professeurs ressources TSA, j'en dis un petit mot. C'est un axe qui nous est paru très très important au moment où on a travaillé sur la stratégie autisme. L'idée, c'est de créer donc un nouveau métier, qui est un métier donc d'enseignant ressources, un par département. Alors c'est au moins un par département, c'est-à-dire que un par département, c'est la dotation du ministère. Donc le ministère donne un moyen à chaque département, mais certains départements en ont créé 2, voire 3, selon voilà, la taille du département et les moyens dont il dispose. L'idée, c'est d'avoir au plus près des enseignants des personnels spécialisés, formés, qui accompagnent leurs collègues pour les aider à identifier les besoins des élèves, pour leur suggérer des outils, des pistes d'adaptation, pour travailler avec eux, pour ajuster le projet s'ils se rendent compte que le projet pédagogique ne fonctionne pas et pour rechercher d'autres pistes d'adaptation. Donc ça, c'est le premier axe. Ils sont très sollicités. Et le deuxième axe, c'est de participer, voire d'initier des formations, et en particulier des formations sur site. C'est-à-dire que j'évoquais les grands stages de formation continue. Les stages de formation continue, vous savez comment ça marche, hein. On fait un appel, on prévoit un contenu, une coquille, et puis on fait un appel à candidature, puis des gens s'inscrivent. Voilà, parfois en ordre dispersé. L'idée là du stage sur site, c'est de fédérer toute une équipe. C'est-à-dire que le stage sur site, c'est une équipe tout entière. Là encore, toute une communauté scolaire, c'est-à-dire qu'on a l'équipe de direction, on a l'équipe de vie scolaire si c'est un collège, on a les professeurs, on a les AESH, c'est-à-dire voilà, et on travaille tous ensemble sur l'accueil des élèves avec TSA ou sur le déploiement d'unités d'enseignement dans l'établissement. Et donc les professeurs ressources sont particulièrement mobilisés sur ce type d'action. Voilà. Ensuite, alors un axe important, c'est la formation des médecins scolaires et des psychologues scolaires. Pour les médecins scolaires, je pense qu'on est à peu près à jour de nos engagements, puisqu'on a une action annuelle qui est inscrite dans le plan national de formation. On les regroupe tous au cours d'un séminaire, et donc les livrets de repérage leur ont été présentés, la logique des PCO leur ont été présentés. Voilà, donc on est voilà, et on a vraiment travaillé en lien avec le médecin conseiller technique au ministère. On a vraiment travaillé pour les sensibiliser à leur rôle de première ligne. Donc de ce côté, je pense qu'on a à peu près tenu notre engagement. C'est beaucoup plus compliqué pour nos psychologues scolaires, parce qu'en fait, les psychologues scolaires, donc c'est un engagement qu'on a pris dans le cadre de la stratégie, sont des personnels qui sont très dispersés, et qui n'ont pas du tout la même logique professionnelle. On a un seul corps maintenant de psychologues de l'éducation nationale, mais ils sont dispersés
entre le premier degré, donc ancien psychologue scolaire, et le second degré, ancien conseiller d'orientation, avec des valences qui sont psychologie du développement ou psychologie de l'orientation. C'est plus compliqué. Et donc, on a essayé de réfléchir, enfin, on a fait différentes simulations, on avait envisagé un parcours magistère qui ne nous satisfaisait pas, et on a finalement acté d'inscrire nos psychologues, alors je ne devrais pas dire scolaire, en fait, j'aurais pas dû écrire ça comme ça, nos psychologues de l'éducation nationale, à des formations qualifiantes en leur proposant des inscriptions dans le cadre à des DU, autisme, des DU TSA. Nous avons demandé à... C'est bon. Nous avons demandé à la délégation autisme de nous indiquer quels étaient les DU tout à fait conformes aux recommandations de bonne pratique. L'idée, c'est vraiment d'actualiser les représentations que certains psychologues de l'éducation nationale peuvent encore avoir de l'autisme, voilà, d'actualiser leurs compétences, leurs connaissances, et puis de bien les informer sur les recommandations de bonne pratique, et puis effectivement ensuite de leur permettre d'essaimer. Donc on a identifié, je vous le donne en scoop, deux DU pour... qui seront, un qui concernera plutôt les formations pour les psys nord de la Loire et un plutôt au sud de la Loire. Et puis on va essayer comme ça de les faire monter en compétences progressivement. Voilà. Spécialisation des enseignants, c'est le fameux KPI. On forme 1400 nouveaux enseignants tous les ans par le biais du KPI. C'est important. Je sais que... Enfin, c'est important, mais c'est effectivement, on court après. En fait, on ouvre plus de dispositifs spécialisés qu'on arrive à faire partir d'enseignants. Si on tient compte de la rotation des enseignants, des départs en retraite, des enseignants qui veulent reprendre une classe parce qu'ils estiment qu'il faut qu'ils reprennent pied avec le milieu ordinaire. Donc, en fait, on est toujours, malgré les efforts qui sont faits, on a toujours un peu de déficit. Mais voilà, on a des départs en stage quand même conséquents et soutenus, puisqu'on fait partir 1400 enseignants en formation tous les ans, auxquels s'ajoutent effectivement des enseignants que nous allons maintenant pouvoir valider dans le cadre d'une validation des acquis d'expérience lorsqu'ils ont travaillé depuis plusieurs années sur un dispositif spécialisé et qu'ils ont pris sur eux le temps de se former. Donc on aura des possibilités de les reconnaître par la VAE. Voilà. Et puis, je voulais terminer. Je n'ai pas évoqué un autre dispositif qui sont les modules de formation d'initiative nationale, qui sont donc des modules lourds qui permettent de faire partir nos enseignants sur des modules de spécialisation. Et beaucoup se sont développés dans le champ de l'autisme, avec l'INSHEA, mais aussi en académie, avec des partenariats, notamment avec les CRA. Et puis, je mentionne juste pour la fin le développement de ressources pédagogiques. Je disais que notre objectif, c'était de faire en sorte qu'un enseignant ne dise plus « je ne sais pas faire, je ne peux pas faire, je n'ai pas été formé ». Et donc, on a, dans le cadre du développement des ressources pédagogiques, mis en place une plateforme qui s'appelle Cap École Inclusive. Cette plateforme est devenue accessible à tout le monde au moment du Covid, donc vous pouvez aller la voir, elle s'appelle Cap École Inclusive, si vous la cherchez sur un moteur de recherche, vous la trouverez. Et il y a effectivement une entrée par besoin, c'était, voilà, évidemment, une entrée par besoin, c'est-à-dire que l'enseignant observe, il évalue les besoins et il a des propositions de réponse pédagogiques. Et il y a aussi une information sur les troubles les plus fréquents, de manière à ce que les enseignants soient informés. Voilà, donc cette plateforme fait l'objet d'enrichissements réguliers. On essaie aussi de la maintenir propre, parce qu'évidemment, plus on enrichit, plus ça devient... Enfin, voilà, on ne veut pas que ça se transforme en capharnaüm. Donc, notre idée, c'était vraiment d'avoir un accès facile en quelques clics. C'est-à-dire, j'observe mon élève, je trouve des pistes pour adapter, je m'informe sur le trouble dès lors que le trouble est partagé. C'est-à-dire que dès lors que je sais que... Voilà. Mais alors, enfin, les troubles, on a les TSA, mais on a parfois des nomenclatures très très larges. Par exemple, on a des troubles qui n'existent dans aucune nomenclature hors éducation nationale, qui sont les troubles à expression comportementale. On ne savait pas trop comment les appeler, mais on sait, nous, que que ça fait partie des... C'est d'ailleurs ce qui est le plus cliqué par les enseignants. Et puis, donc j'ai dit, j'observe, je cherche, je trouve des pistes d'adaptation pédagogique qui sont des pistes éprouvées dans les classes, vraiment, avec des exemples de mise en œuvre. Je
je peux m'informer sur le trouble. Et puis le dernier bloc, hein, c'est je vais chercher des ressources à proximité. C'est-à-dire que si, une fois que j'ai fait le parcours, ça ne marche toujours pas. En fait, les enseignants, en fonction de leur géolocalisation, peuvent avoir accès à des personnes de proximité, dont les enseignants ressources, dont des conseillers pédagogiques, etc., dont des partenaires associatifs, qui peuvent effectivement compléter leur information. Voilà ce que je peux vous dire sur le volet de la scolarisation. Je vous remercie pour votre attention et pour votre patience.